Attentat du RER, une troisième victime morte de ses blessures, une enquête difficile et un dispositif policier qui s'installe un peu partout en France. Affaire politico-financière, mise en examen du président RPR du Conseil général de l'Essonne, Xavier Dugouin, et de Madame Tibéri. Pour vivre mieux, il faut rester musclé. L'exercice est un excellent moyen de conserver la santé et la vie. Le canal du Midi rejoint le cercle très fermé du patrimoine mondial classé par l'UNESCO. Il fut construit sous Louis XIV pour rejoindre l'Atlantique à la Méditerranée. Madame, Monsieur, bonsoir. L'enquête sur l'attentat du RER. Je vous propose tout de suite de regarder et d'écouter un document réalisé cet après-midi par nos reporters. Il s'agit de l'interview d'un passager du wagon où se trouvait la bombe qui a explosé mercredi soir. Et c'est presque incroyable, mais c'est vrai. Ce Parisien d'une quarantaine d'années se trouvait déjà en 1995 dans la rame du RER qui avait été gravement endommagée par l'explosion d'une bombe. Cette fois-là, c'était à la station Saint-Michel. Vincent Guyenne, Claude Barnier. Cette oreille-là, j'ai l'impression que j'ai un peu une boule derrière l'oreille. Jean-Yves Offray avait rendez-vous cet après-midi chez son ORL. Depuis l'attentat de mardi, ses oreilles le font souffrir. Il était dans la voiture qui a explosé et ses tympans sont atteints. À la fin de la séance, Jean-Yves demande à reprendre le travail plus tôt que prévu, car son moral aussi est un peu atteint. Ce n'est malheureusement pas la première fois que Jean-Yves assiste à un attentat dans le RER. Il était déjà présent dans le train lors de l'attentat de Saint-Michel. Mardi, il était à 100 lieues d'imaginer que cela recommencerait. À la suite des précédents attentats, il y a toujours un petit peu d'inquiétude quand je montais dans le RER, mais là, c'était complètement oublié. C'est vrai qu'on avait l'impression que ça ne se reproduirait pas de sitôt. Moi, ce qui me choque le plus, c'est d'avoir été dans le wagon où la bombe a explosé, parce que je me suis vraiment rendu compte que ce que c'était d'être dans un attentat, et puis je me rends compte aussi de ce que j'ai risqué, parce que quand je vois les personnes autour de moi, il y a certaines personnes qui ont été très gravement atteintes. Je me dis que j'ai vraiment une chance inouïe de m'en sortir comme je m'en suis sorti, parce que tout compte fait, j'ai quand même pas beaucoup de séquelles. Même psychologiquement, je trouve que je vis quand même pas trop mal la chose, quoi. C'est ce que je vais appréhender le plus, c'est de reprendre à nouveau le RER. Mais bon, je crois qu'il faut que j'arrive à dominer cette peur et puis essayer de revivre d'une manière normale. De toute façon, je ne peux pas aller tous les jours travailler en voiture. Je pense, moi, ce que j'aspire, c'est essayer de reprendre une vie tout à fait normale, essayer d'oublier cet événement-là autant que faire se peut. Et pour cela, Jean-Yves compte moins sur l'aide des psychologues que sur le soutien affectif de sa famille. L'enquête maintenant. Un troisième passager du RER est décédé hier soir des suites de ses blessures. Il s'agit d'un étudiant marocain de 25 ans. Il reste encore aujourd'hui 32 personnes hospitalisées, dont 3 dans un état très sérieux. Pour ce qui concerne l'enquête, peu d'informations. Une seule retient l'attention ce soir. Une bombe a explosé dans la nuit du 19 au 20 novembre dernier dans un terrain vague du département de l'Essonne. Il pourrait s'agir, il faut être très prudent, d'une sorte de répétition pour les terroristes qui ont agi mardi soir. Jacques Cardoz, Roger Mathurin. Un tas de pierres qui suscite bien des interrogations. Car c'est ici que des gendarmes ont retrouvé les restes d'une bonbonne de gaz de 13 kilos, voilà 15 jours. L'engin a explosé dans la nuit du 19 au 20 novembre à 1 h du matin. Il contenait du chlorate de soude et du sucre, 2 des 4 éléments que constituait le mélange explosif de l'attentat de Port-Royal. Bon, les carreaux, tout ça, ça vibrait. Les voisins, sont sortis. Mon voisin d'à côté. Puis, c'est tout. Hein. Bon, on ne savait pas ce que c'était. S'agissait-il d'une répétition de l'attentat? Existe-t-il seulement un lien? Les empreintes digitales relevées ici permettront peut-être de fournir des éléments de réponse. Mais les enquêteurs savent déjà que le dispositif de mise à feu utilisé dans l'Essonne n'est pas le même que celui de mardi dernier. Dans cette voiture dévastée, ils ont retrouvé les débris d'un retardateur et un bout de sac de sport en plastique. Selon le laboratoire de la préfecture de Paris, ces débris n'ont pas encore été analysés. Pour le moment, les policiers s'attachent à recomposer minute par minute le voyage de la rame. Chaque précision horaire est jugée cruciale. Le but, localiser la station où le poseur de bombes a déposé le fameux sac de sport. Voici les horaires du train. Les témoignages des voyageurs qui l'ont emprunté peuvent être précieux. Un numéro vert a été mis à leur disposition. Depuis le soir de l'attentat, près de 300 témoins ont été entendus par la brigade criminelle. Des témoignages triés par la police, car certains paraissent farfelus, d'autres méritent plus d'attention. Ainsi, 2 provinciaux en visite à Paris auraient raconté aux enquêteurs cette étrange histoire. Jour de l'attentat, 15 h 30, station RER avenue de Clichy. Un homme de type nord-africain semble nerveux. Il tente de mémoriser un nom sur une pièce d'identité.
un passeport portugais. Ces éléments sont en cours de vérification comme tant d'autres. Actuellement, plus d'une centaine de policiers sont mobilisés. Un travail sans relâche qui traduit l'importance que revêt cette enquête. Et cet après-midi à Calais, un Algérien sans papier a été interpellé par la police au moment où il s'apprêtait à prendre un ferry pour la Grande-Bretagne. Il n'y aurait pas de rapport direct entre son interpellation et l'explosion de mardi soir à la station Port-Royal. Les Français sont très attentifs à tout objet anormal. Exemple, cet après-midi, alerte à la bombe sur un parking d'une grande surface à Marseille. Il s'agissait en fait d'une bonbonne de gaz qui se trouvait là. On ne sait pour quelle raison. Yannick Aroussi, Jean-François Georgetti. Une bouteille de gaz abandonnée devant les pompes à essence d'une grande surface de Marseille. Aussitôt, le service de sécurité du magasin prévient la police. L'objet est fortement suspect. Le quartier est bientôt bouclé. Les artificiers peuvent intervenir. Un homme seul sous une tenue de protection de 23 kg, un canon spécial pour faire exploser la bouteille à distance. C'est l'une des parties délicates de l'opération. Nul ne sait alors si la bonbonne de gaz est piégée ou non. Sur place, est-ce qu'on peut effectuer le tir? Dès que tout sera bouclé sur place, tir effectué, là, Cette fois, il s'agissait d'une simple bouteille. Fausse alerte. Aujourd'hui à Marseille, les artificiers ont dû intervenir 2 fois. Ici, rue de Rome, un passant avait déposé un paquet dans une poubelle avant de partir en courant. Là aussi, fausse alerte, mais les citoyens sont redevenus très vigilants. Je vous le disais tout à l'heure, les enquêteurs examinent les moindres détails qui pourraient les mettre sur une piste. Peut-être seront-ils aidés par les services de sécurité de la RATP qui, chaque jour, il faut le savoir, auscultent le trafic de plusieurs millions de passagers de la région parisienne. Valérie Hermite, Marc Millet. Le poste de commande centralisé de la ligne B du RER. C'est ici que l'on régule le trafic, c'est ici que l'on gère en premier les incidents. Mardi soir, c'est ce poste-là que le chauffeur de la rame de Port-Royal a d'abord contacté. À 2 reprises, il a répété j'ai une explosion dans mon train, j'ai une explosion dans mon train. L'inconvénient que nous avions à cet instant, comme tout ce qui arrive inopinément, c'est un autre train se trouverait presque à l'entrée de Port-Royal, sur l'autre voie, et lui-même, par le souffle de l'explosion, a cru qu'il était concerné. Donc, dans un premier temps, nous avons eu difficulté à comprendre qui était réellement concerné par cette explosion. Mais très vite, ils comprennent et alertent le PC sécurité de la RATP. 2000 agents leur signalent en permanence tous les incidents qu'ils visualisent parfois à l'aide de caméras. Objectif, intervenir au plus vite, ce qu'ils ont fait le jour de l'attentat. Au moment de l'appel, il y a un moment où on se dit c'est pas possible, quoi, et puis il faut y aller, quoi. Et par contre, c'est après coup, effectivement, je peux vous dire que j'ai pas très bien dormi les nuits suivantes, quoi. Parce que sans être sur les lieux, on le prend de plein fouet, quoi. La triste expérience des attentats les ont rendus plus efficaces. Mais reste le problème des sièges dans les métros et RER, sous lesquels à chaque fois la bombe a été posée. Sur le métro et le RER, il y aurait environ 200 000 sièges à traiter. Si nous ajoutons les autobus, ça serait à peu près 500 000 sièges qu'il faudrait traiter, avec des conditions différentes en fonction des matériels que nous examinons. C'est donc une opération lourde, c'est une opération chère. Et compliquée. Une étude est cependant en cours pour chiffrer le coût et l'intérêt d'une éventuelle transformation des rames de la RATP. Affaire politico-financière, Madame Yvonne Cassetta, que l'on présente comme l'ex-trésorière officieuse du RPR, le mouvement gaulliste, a été mise en examen ce soir dans le cadre d'une enquête sur la passation de marchés publics qui pourrait avoir donné lieu au versement de commissions occultes au profit du RPR. Pascal Doucet-Bon. Avant de se voir signifier sa mise en examen, Louise-Yvonne Cassetta aura donc passé 36 heures en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre. Elle fait face à de graves accusations qui émanent de Mazotti, une entreprise de travaux publics. Jean-Claude Pitot, son président, affirme avoir versé des commissions de 2 à 4% de chaque marché pour lequel il postulait auprès de la ville de Paris. Pour un collège, un parking et une crèche, cela lui a coûté, dit-il, plus de 700 000 francs en espèces, versés directement à Madame Cassetta. D'où la perquisition en juin dernier du juge d'instruction Patrick Desmurs à la direction de l'architecture de la mairie de Paris. Il y a trouvé des éléments de preuve, mais pas de détails sur le rôle exact de Madame Cassetta. A-t-elle perçu elle-même les sommes décrites? C'est la question qu'elle s'entend poser en ce moment même et à laquelle elle répond obstinément par la négative. Une autre affaire maintenant avec la double mise en examen du président RPR du Conseil général de l'Essonne, Xavier Dugouin,
et de la femme du maire de Paris, Xavier Tiberi, dans le cadre cette fois-ci d'une enquête sur un rapport contesté que Mme Tiberi a rédigé pour le compte du Conseil général de l'Essonne, donc facturé 200 000 francs. Dominique Verdeillan, Joseph Bachtik. Xavier Tiberi au premier rang dimanche lors du meeting fêtant les 20 ans du RPR. Xavier Tiberi au premier plan aujourd'hui d'un dossier instruit par des magistrats d'Evry. Xavier Tiberi mis en examen pour recel d'abus de confiance et détournement de fonds publics. Une mise en examen qui est la suite logique de ce que l'on a appelé l'épisode rocambolesque de l'hélicoptère au Népal, l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur adjoint d'Evry. Xavier Tiberi doit désormais s'expliquer sur les 200 000 francs qu'elle a reçus pour ce rapport de 36 pages, une rémunération de complaisance au vu de la justice. Qui a qualité pour juger ce rapport? Qui a qualité pour dire quel est le coût de ce rapport et combien il vaut? Peut-être celui qui a payé ce rapport. Celui qui a payé, c'est M. Dugouin. Je n'ai pas entendu jusqu'à présent, ce rapport a plus de 2 ans, des critiques formulées sur les 10 mois qui ont nécessité sa réalisation. Le destinataire du rapport, Xavier Dugouin, président du Conseil général de l'Essonne, a lui aussi été mis en examen pour les mêmes faits. Jusqu'à présent, il s'est toujours refusé à porter un jugement sur le rapport de Xavier Tiberi. Aujourd'hui, la justice a décidé de s'en charger. Le président du groupe socialiste au Conseil municipal de Paris, Bertrand Delanoë, a tenu à préciser ce soir que Mme Tiberi, qui est l'épouse donc du maire de la capitale, est mise en cause dans des dossiers qui concernent l'Essonne et non Paris. Pour ce qui concerne Paris, M. Delanoë souhaite que toute la lumière soit faite sur le fonctionnement de la mairie. Et puis encore à Cannes, la justice est officiellement saisie d'une accusation du maire de la ville, Michel Mouillot, actuellement en prison pour avoir touché des pots de vin, dont il affirme qu'ils ont été en partie reversés à son groupe politique, le Parti républicain, ce que le président départemental du PR dément formellement. Enfin, Jean Bousquet, ancien maire UDF de Nîmes et PDG de Cacharel, a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison, dont 1 ferme, pour avoir utilisé des fonds publics afin d'assurer le gardiennage de ses divers domiciles. Son avocat a décidé immédiatement de faire appel. Sondage Sofres Figaro Magazine, un sursaut pour le président de la République et son Premier ministre. 37% de Français font confiance au chef de l'État contre 32% le mois dernier et 25% font confiance à Alain Juppé contre 23% le mois dernier. Cela dit, 75% des personnes interrogées émettent un avis défavorable pour ce qui concerne le Premier ministre. Privatisation de Thomson, les actionnaires de la société ont adopté aujourd'hui la recapitalisation du groupe à hauteur de 11 milliards. Le gouvernement a fait savoir que Thomson serait privatisé d'ici au mois d'avril et parallèlement, de manière symbolique, 11 salariés de l'usine d'Angers de Thomson qui étaient partis à pied sont arrivés aujourd'hui à Paris. Jean-Paul Chapelle, Bernard Puissesseau. Il ne peut plus marcher, ses camarades vont le porter pour cette ultime étape. Eux, ce sont des salariés de Thomson Multimédia. Depuis Angers, ils ont entrepris une manif marathon de 300 km pour protester contre la privatisation. À Paris, les syndicats de Thomson sont venus les soutenir et les accompagner jusqu'à l'hôtel Matignon. Ces marcheurs ont été reçus par le conseiller industriel du Premier ministre. Alain Juppé est absent aujourd'hui mais a promis de les rencontrer. Dehors, les syndicats restent mobilisés, la privatisation est seulement suspendue et le gouvernement pourrait vendre séparément les branches militaires et civiles de Thomson. En dissociant Thomson CSF de Thomson Multimédia, c'est une erreur d'analyse économique par rapport à l'électronique. Pourquoi ? Parce que, je répète, que l'électronique civile, demain, sera la base de développement de l'électronique, y compris l'électronique militaire. Au même moment, au siège de Thomson, l'Assemblée générale du groupe confirme l'augmentation de capital. L'État s'engage à réinjecter 11 milliards de francs avant avril prochain. Air France et Air France Europe vont fusionner. Ce sera le 1er avril prochain. La décision a été prise aujourd'hui. Grève dans les transports en commun en province, retour à la normale à Lyon, reprise des négociations à Toulouse. Et puis, Édouard Balladur fait des propositions pour relancer l'emploi, simplification de la législation du travail et il ajoute allongement de la durée maximum des contrats à durée déterminée, les CDD. L'actualité internationale maintenant. Dans la capitale du Centrafrique, à Bangui, la situation reste ce soir extrêmement tendue entre d'un côté les militaires mutinés, les forces armées centrafricaines et les soldats français qui tentent de rétablir l'ordre. Une manifestation à connotation très anti-française a eu lieu cet après-midi. Sur place, nos envoyés spéciaux, Dorothée Lyrique, Patrick Voix,
Sabine Albertelli. Dans les rues de Bangui, les militaires français. Hier soir, un ancien ministre centrafricain a été tué, un assassinat mystérieux qui déstabilise encore un peu plus le pays. Après les barrages, une manifestation spontanée d'un groupe de jeunes. Ça prouve qu'il y a déjà les germes d'une guerre civile dans le pays. Et le président a intérêt à trouver une solution. Nous voulons une solution pacifique. La position des mutins, hein? Bon, nous, la population civile, on est prêt à mourir avec les autres. On est prêt quoi, à même tuer les Français. Si la France ne trouve pas une solution rapide, on va s'en prendre aux Français. Ils n'ont qu'à dégager chez nous, nous laisser quoi. Des propos anti-français, ce n'est pas la première fois. Ces jeunes dénoncent aussi des exécutions sommaires. Une haine qui a fait fuir la population du centre-ville. Aujourd'hui, aucun ressortissant français ne s'aventure ici. Les soldats loyalistes sont aussi sur la défensive. Seul endroit animé, cette boulangerie, l'unique ouverte à Bangui. Ici, pas d'agressivité, juste de l'inquiétude. Est-ce que ça vous fait de voir des Français passer, patrouiller comme ça? Non, parce que les Français passent pour mettre le calme dans la ville. Parce que dans la ville, il y a beaucoup de situations qui ne vont pas, il y a beaucoup de troubles dans la ville. C'est là que les Français passent ainsi pour mieux faire de bonnes choses. C'est dans ce contexte tendu que sont arrivés ce soir les 4 chefs d'État africains pour une opération de médiation. Le président Patassé l'a d'ores et déjà fait savoir, il tiendra un discours ferme. Il n'est plus question de crise politique, mais bien de tentative de coup d'État de la part des mutins. Au sommet africain de Ouagadougou, il a bien sûr été question d'une médiation africaine qui va donc partir pour Bangui, mais aussi demande est faite à l'ONU de déployer une force internationale dans la région des Grands Lacs autour du Zaïre et du Rwanda. Sur place, Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Pour la première fois ce matin, depuis le début du sommet, les chants, la musique, le folklore. Un rendez-vous avec l'Afrique que le président de la République ne pouvait pas rater. Mais Jacques Chirac, contrairement à son habitude, s'est tenu en retrait. Il a même renoncé au bain de foule, son exercice favori, comme s'il était trop préoccupé par la situation intérieure de la France pour participer sans arrière-pensée à cette ambiance bon enfant. Pendant ces 2 jours, Jacques Chirac s'en est donc tenu strictement à son rôle, encourager les pays africains à gérer leurs affaires et à régler leurs crises internes pour attirer l'aide et les investisseurs extérieurs. Avec, pour terminer, l'explication du rôle de la France en Centrafrique. Il va de soi que la France n'a pas d'ingérence à faire dans les affaires intérieures du Centrafrique et que l'armée française ne peut en aucun cas être partie prenante au débat politique interne. Les forces françaises aujourd'hui ne peuvent que, dans la mesure du possible, participer au maintien de l'ordre. Devant la communauté française, Jacques Chirac a souligné une dernière fois la continuité de la politique française en Afrique et l'évolution vers un partenariat reposant de part et d'autre sur des règles de bonne gouvernance. Mais aussitôt la parenthèse du sommet refermée, Jacques Chirac s'est envolé pour retrouver en France les mêmes problèmes qu'à son départ, ceux du terrorisme, des dossiers économiques difficiles et des mauvais sondages. À propos des réfugiés rwandais, on a appris aujourd'hui qu'une colonne d'environ 300 km de long, rassemblant environ 100 000 personnes, avançait dans l'est du Zaïre en direction de la ville de Kisangani. A priori, dans un état de santé critique, affaibli notamment par le paludisme. Ces enfants, ces femmes, ces hommes sont des réfugiés dont on avait perdu la trace après la victoire des rebelles Tutsis sur l'armée zaïroise en octobre dernier. Par ailleurs, selon des témoins, plusieurs charniers de réfugiés hutus rwandais ont été découverts au Zaïre, dans la région de Goma. À Belgrade, capitale de la Serbie, les jours se suivent et se ressemblent. Aujourd'hui encore, près de 100 000 personnes ont manifesté contre le président Milosevic. Chaque jour, en première ligne, des étudiants. Sur place, nos envoyés spéciaux, Éric Lemasson, Philippe Deslandes. Ce petit livre rouge n'est pas un bréviaire marxiste. Les jeunes de Belgrade détestent tout ce qui est communiste. Non, c'est tout simplement leur livret d'étudiants qu'ils brandissent face à un pouvoir qui les accuse d'être de faux étudiants, de simples contestataires. Mais chaque jour qui passe n'entame en rien leur enthousiasme. On a besoin de démocratie. Maintenant, on n'a pas de démocratie ici chez nous. Et on veut la démocratie en réalité, pas seulement sur le papier, parce que ici, il n'y a pas de respect pour la Constitution. 14e jour de manif. C'est vers midi que les étudiants entrent en scène, bruyamment, mais pacifiquement. Même si le palais présidentiel est orné des éclaboussures d'œufs qu'ils ont lancées de toute leur force d'étudiants,
Milosevic a finalement renoncé à employer la force contre eux. La police serbe ne fait que la circulation. C'est l'annulation des élections municipales qui les a fait descendre dans la rue, mais ils disent qu'ils n'ont que faire des partis politiques. Leur force, l'indépendance et le sens de l'organisation. Voici donc leur centre international de presse. Un 3 pièces en fumée. Ils ont compris que les médias du monde entier étaient leurs meilleurs alliés. La seule manière pour nous, étudiants, de se battre, c'est d'être pacifiques. C'est une tactique sur laquelle nous insistons, quelles que soient les provocations qui viendront d'un côté ou de l'autre. Et c'est le pouvoir qui leur a maladroitement fourni un symbole. B92, c'est le nom de cette radio indépendante, quasiment la seule à colporter la contestation, symbole des hésitations d'un pouvoir qui a coupé l'antenne avant d'autoriser à nouveau les émissions hier. Leur fax dit que c'est une fuite d'eau sur le câble d'antenne coaxiale qui avait coupé l'antenne, mais que grâce à leurs équipes, tout est réparé. Ce soir encore, dans les rues de Belgrade, ils étaient des dizaines de milliers à rejoindre les étudiants. Mais face à cette montée de la contestation, la seule réponse du pouvoir, c'est de rester silencieux. Le président Milosevic n'a jamais craint les épreuves de force, mais cette fois, il doit lâcher du lest. Il cherche un compromis sur cette question de l'annulation des élections municipales, une solution qui lui permettrait de calmer les ardeurs de la foule, sans lui faire perdre la face, sans lui faire perdre surtout sa toute-puissance à Belgrade. Retour en France, rubrique santé. Un millier de spécialistes de la nutrition des personnes âgées sont réunis actuellement à Paris. Jusqu'à présent, les efforts des médecins portaient sur la préservation de l'ossature du corps humain. Aujourd'hui, on s'est aperçu que pour les plus anciens d'entre nous, il fallait parallèlement entretenir la musculature du corps. C'est un garant de longévité. Jean-Daniel Flézaquier, Jean-François Renaud. Il y a encore 2 jours, Robert Boucher était cloué au lit par Alain Bagot. Aujourd'hui, cet ancien pharmacien de 82 ans est sur le court. Il faut dire que le tennis avec le ski, c'est sa passion. Et Robert Boucher ne se sent pas du tout octogénaire. Il a plutôt même 4 fois 20 ans, et en voici la preuve. Je ne fais le même poids quand j'avais 20 ans, vous voyez. Comme du physique, je n'ai pas changé pratiquement, 1 kg ou 2 kg près. Et puis le fait d'avoir une activité physique, si je ne fais pas de tennis ou de ski, je marche. Et parfois même il roule pour voir s'il a toujours ses réflexes. Robert s'est même offert un stage de Formule 1 pour ses 80 ans. Janine, elle pédale, mais c'est uniquement pour tester son cœur. Son truc pour la forme, c'est la gym aquatique. Et puis aussi une alimentation bien équilibrée et riche en protéines. Des crudités, des légumes, du fromage tous les soirs et des fruits. Et le midi, je fais toujours un yaourt. Et c'est pour cela que Janine a des muscles solides. Et avec de tels muscles, on évite les chutes et donc les fractures. Et la colonne vertébrale se déforme beaucoup moins. Et se refaire des muscles après 60 ans, c'est tout à fait possible et pas très douloureux. Dans notre étude, nous avons constaté qu'après seulement 2 mois de musculation douce, les personnes avaient multiplié leur force musculaire par 2. Et au bout d'1 an, j'ai vu des femmes de 60, 70 ans qui étaient plus costauds que leurs filles de 30, 40 ans. Protéines plus gym, on se refait des muscles neufs et c'est une façon de bien vieillir en évitant de se faire de vieux os. Le service militaire va être supprimé en France, vous le savez, et l'armée de terre lance donc une grande campagne publicitaire pour recruter des professionnels. Voici en avant-première le spot que vous verrez régulièrement sur votre petit écran. Laurent Boussier, Pierre Moscovici. Pourquoi voulez-vous faire ce métier? Êtes-vous prêt à voyager? Seriez-vous contre une formation en télécommunication? Qu'allez-vous voir au cinéma? Où vous voyez-vous dans 10 ans? Vous étiez bagarreur à l'école? Vous connaissez les risques de ce métier? À partir de 1997, la nouvelle armée de terre va recruter chaque année 10 000 hommes et femmes entre 17 et 24 ans dans 400 métiers différents. La paix se gagne avec des professionnels. L'armée de terre recrute et le fait savoir avec ce spot, le premier destiné à attirer les soldats professionnels de l'an 2000. Dans ce spot, nous avons essayé de faire passer le message suivant: tout le monde est bienvenu chez nous, jeunes gens, jeunes filles, non qualifiés, qualifiés de 17 à 24 ans. Chez nous, ils trouveront certainement une place à leur mesure, un métier à leur demande, et nous leur offrirons en fin de carrière la reconversion qui leur assure un bon retour dans la vie civile. Avec chaque année 10 000 emplois nouveaux, l'armée de terre va être pendant 6 ans le premier créateur d'emplois en France.
Une révolution pour cette institution plus habituée à gérer un trop-plein d'appelés du contingent qu'à aller chercher des candidats, des volontaires. Nous avons voulu faire passer aussi que l'armée de terre recrutait comme une entreprise, c'est-à-dire qu'elle s'intéressait aux gens, ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, d'où des questions qui sont très hétérogènes et qui, mises l'une à côté de l'autre, apparaissent très différentes l'une de l'autre, mais c'est comme ça aussi qu'on essaie de savoir ce que sont les gens. Et puis ce premier spot pour l'armée professionnelle emploie aussi le mot paix, une manière de faire comprendre que l'armée de terre se place dans le dispositif global de sécurité français. Demain après-midi sur France 2, en direct, revanche à prendre pour l'équipe de France de rugby contre les Springboks sud-africains après la défaite de samedi dernier. L'équipe de France ne s'était pas montrée à la hauteur de son adversaire. C'est pour cette raison que des gros bras ont été appelés en renfort. Au premier rang d'entre eux, Olivier Merle, 1,98 m, 125 kg. Un drôle d'oiseau. Christophe Duchiron, Frédéric Bazille. Au cinéma, on peut dire de Jean Gabin qu'il avait une gueule. En rugby, on peut dire la même chose d'Olivier Merle. Pas vraiment une gueule d'amour, d'accord, plutôt la gueule cassée des gars qui vont à la mine. Bien sûr, en danseuse, il manque un peu de grâce. Mais cette semaine au Pays Basque, après une petite blessure, on a rappelé Olivier en équipe de France. Une équipe un peu trop légère, broyée par les poids lourds sud-africains samedi dernier. Fort en muscles et fort en gueule, c'est le retour du Merle sauveur. Les crocs, il faut les avoir en permanence, hein, mais effectivement, d'autant plus quand on est sollicité pour jouer à ce niveau-là, c'est certain. Quand il court, c'est rarement la charge de la brigade légère. 1,98 m, 125 kg, ça c'est un gabarit. Il chose du 51,5, c'est donc une grosse pointure. C'est peu de dire qu'Olivier Merle a une gueule, mais il possède aussi un physique qui aide les Bleus à prendre des balles en touche. 82 cm de détente verticale, c'est le Merle sauteur. Un drôle d'oiseau cet Olivier, qui a découvert le rugby à 23 ans. Lui, l'ancien lanceur de points, un jour, il a décidé de se lancer dans le rugby sur un coup de dé. J'ai pris le dé, j'ai dit bon, allez, si je fais un 6, j'y vais. J'ai balancé le 6 sur la table, le dé sur la table et le 6 est sorti. Voilà. 31 ans, 32e sélection dans le grand bain de l'équipe de France. Une hirondelle ne fait peut-être pas le printemps, mais demain, un Merle, espérons-le, fera le bonheur de l'équipe de France. Olivier une gueule, un physique et du caractère, lui qui a déclaré « Je ne suis ni Zorro ni Tintin, mon nom est Merluche, point barre, pour un peu, on dirait du Jean Gabin ». Dans le Vendée Globe, la course à la voile autour du monde, Yves Parlier, deuxième derrière Christophe Auguin, vient ce soir de casser son safran. Même avatar qu'Isabelle Autissier il y a quelques jours de cela. C'est aujourd'hui la Saint-Nicolas dans le nord et dans l'est de la France. C'est Noël avant Noël en quelque sorte, puisque Saint-Nicolas est le patron des écoliers, et surtout de tous les enfants très sages. Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. 6 siècles déjà qu'il nous émerveille chaque fois par ses arrivées majestueuses. Glissant sur l'eau, on le croit ici, mais il est déjà ailleurs, arrivant même par les airs pour étonner les enfants malades d'un hôpital strasbourgeois. Saint-Nicolas, patron des écoliers, doit faire sourire tous les enfants. Vêtus de rouge ou de violet, il distribue des bonbons pour les enfants sages qui font chavirer les cœurs et les yeux de tous nos petits. Une star parmi les stars qui provoque aussi l'hystérie des plus grands. Mais au fait, monsieur Saint-Nicolas, d'où venez-vous exactement? De très loin pour vous voir et voir les enfants et les combler de bonbons et de mandarines. Les enfants, qui c'est qui connaît la chanson de Saint-Nicolas? Saint-Nicolas, patron des écoliers. Et si certains, c'est vrai, semblent avoir un peu oublié les paroles, Saint-Nicolas, lui non plus, n'est pas irréprochable. J'ai oublié, moi. Il t'a oublié? Oui, j'ai oublié prendre un bonbon. Qu'importe les oublis, pourvu qu'il y ait l'ivresse de la musique, la magie de Saint-Nicolas qui se contemple avec de grands yeux, un grand moment d'amour qu'il faut savoir mériter. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, Saint-Nicolas et tralala. Jérémie a bien chanté, Saint-Nicolas lui est comblé. Quelle que soit sa route ou la couleur imprévisible de son costume, l'année prochaine, c'est promis, il reviendra.
Le canal du Midi rejoint aujourd'hui le cercle très fermé du patrimoine mondial. Il vient d'être classé par l'UNESCO. Le canal du Midi fut construit sous Louis XIV, ce n'est pas hier, pour rejoindre bien entendu l'Atlantique à la Méditerranée. Depuis jeudi dernier, Rennes accueille les 18e Transmusicales, une manifestation désormais célèbre où tous les genres imaginables de musique se côtoient, d'où le nom Transmusicales. Reportage Jérôme Laurent, Gabriel Camilla. Paupières lourdes et gueule de bois, à Rennes, vos nuits sont en transe. Lancées il y a 18 ans pour servir de podium à la scène rennaise, les Transmusicales regroupent aujourd'hui plus de 60 groupes et disques jockeys venus de toute la planète. C'est du hip-hop, c'est de la techno, c'est de la jungle, c'est du rock, c'est du blues, c'est du jazz, c'est plein de choses pendant 3 jours. Les gens vont découvrir énormément de choses. On les invite sur un voyage qu'il y a dans tous les continents et aussi dans toutes les musiques. Les trans se déclinent également. Il y a d'abord les quartiers en trans, un tremplin pour les jeunes musiciens locaux. Ils vivent dans les quartiers de Rennes, sont lycéens ou sans travail et peuvent ainsi une fois dans l'année se produire au grand jour. Le rap c'est universel, dans toutes les villes, il faut qu'il y ait des groupes de hip-hop, quoi. Donc moi, je fais du hip-hop. Les trans, c'est aussi des musiciens plus confirmés, comme General D, portugais d'origine mozambicaine et auteur d'un rap chaloupé et engagé. Il y a une seconde génération qui a grandi, qui est la mienne et qui est sans repère. Elle ne sait pas si elle est portugaise ou bien africaine, parce que la culture africaine n'a pas été transmise de la meilleure façon. Les trans, comme Avignon, ont leur off. Chaque jour, des dizaines de concerts ont lieu dans les bars de Rennes. Ce sont les bars en trans. Bref, une programmation haute en couleurs qui va se terminer par une nuit blanche. La célèbre et désormais incontournable rave bretonne, la Technofest-Nose. L'année dernière, 15 000 personnes, en trans bien sûr, y avaient participé jusqu'au petit matin. Dans un tout autre genre maintenant, pour la 3e année consécutive, la salle Pleyel à Paris accueille un cycle Beethoven, un hommage placé sous la baguette d'un des plus grands chefs allemands, Wolfgang Sawallisch, Louis Carzou, Hervé Pozzo. S'il vous plaît, tout le monde, tout le premier. 1, 2, 1, 2. Lorsqu'il dirige d'une voix sereine l'orchestre de Paris, Wolfgang Sawallisch cache bien son jeu. Oui. Mais encore une fois, s'il vous plaît, suivez-moi pour le tempo. Car depuis 2 ans, le chef d'orchestre allemand s'est lancé dans un hommage aux allures de défi, diriger l'intégrale des œuvres de Ludwig van Beethoven. Tous les peuples du monde connaissent la musique de Beethoven. Et l'émotion de la musique est transférée immédiatement aux auditeurs. Peut-être la musique aujourd'hui ne peut pas exister sans la musique de Beethoven. Cette année, Wolfgang Sawallisch a choisi d'ouvrir la saison avec la petite messe en ut, une manière de souligner son amour pour toutes les œuvres de Beethoven, même les moins connues du public. Le 10e Téléthon a commencé sur France 2 depuis un peu plus d'1 heure maintenant. Et il va continuer jusqu'à demain minuit. Nous rejoignons tout de suite sur place, sur le plateau, Thierry Lhermitte. Thierry, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes cette année le parrain du Téléthon. Question simple, pourquoi avoir accepté, Thierry ? C'est dur de refuser devant une cause aussi respectée, respectable, admirable. Et puis quand on s'y intéresse un petit peu, qu'on voit le gigantesque travail qui a été fait, on peut être que fier d'avoir été choisi pour, quand vous êtes demandé de le faire, donc je le fais avec plaisir. Et je vous dis, j'ai été enthousiasmé, submergé par ce que j'ai découvert.
le travail qui avait été fait pendant 10 ans et le travail qui reste à faire maintenant avec l'espoir de la thérapie génique. Donc c'est quelque chose de très important. Quelquefois on entend des gens, j'ai reçu une lettre aujourd'hui de quelqu'un qui me disait « Mais vous savez, on a vaincu la variole, on a vaincu la tuberculose sans le Téléthon. Oui. » Et c'est vrai, c'est sûr qu'on aurait cartographié le génome humain un jour. C'est sûr qu'un jour on soignera les maladies génétiques, mais quand il y a des enfants comme ceux qui sont là ici, et vous leur dites un jour, on ne peut pas dire un jour. Il y a 10 ans, il y a des gens, l'AFM, Bernard Barato, qui ont dit non, un jour ça va pas. Un jour, il faut qu'il y ait une date, il faut qu'il y ait un espoir. Et le Téléthon a existé, et c'est pour ça qu'il continue, et c'est pour ça que je suis là. Voilà. Thierry, sans être trop indiscret, ce n'est pas la première fois que vous parrainez une association qui lutte contre une grave maladie. Je sais que vous avez déjà parrainé une association contre la sclérose en plaques. Je crois que votre famille est très impliquée dans ce combat. Vous avez un de vos oncles qui était l'un des spécialistes de cette maladie. Oui, absolument, et je donnais un petit coup de pouce comme ça, mais je n'ai pas vraiment parrainé. Là, c'est plus important parce que le Téléthon est un événement gigantesque, mais enfin c'est pas très loin de la sclérose en plaques puisque c'est également une maladie neuromusculaire. Quel est votre rôle, Thierry, dans cette affaire? Alors donc, qu'allez-vous faire pendant cette journée et demie? Je suis là au garde à vous, à la disposition du Téléthon. Prêt à rendre service. Bien alors, vous allez nous rendre service, Thierry, pour terminer. Quelle est la somme exacte de dons recueillis juste au-dessus de vous à cette heure-ci? Pour l'instant, 15 489 824, si j'arrive à lire. Voilà, merci beaucoup. On vous retrouve tout au long de la soirée. Voilà, on se quitte là-dessus. La météo, c'est dans un instant. Patrice Drevet, puis le point route avec Valérie Maurice. Et ensuite, donc, retour au Téléthon avec les animateurs et Thierry Lhermitte. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.